Pour comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors Audrey, on continue d'ouvrir notre calendrier de l'Avent du Parti libéral du Québec. À la une du journal ce matin, de nouvelles révélations du bureau d'enquête, cette fois des enveloppes avec 500 $ comptant. Oui, une nouvelle petite porte à chaque matin, c'est excellent. Oui, effectivement, une vingtaine de donateurs à la campagne de Pablo Rodriguez pour la chefferie du Parti libéral qui ont reçu des enveloppes de 500 $ comptant pour rembourser leurs contributions. Ça s'est passé pendant une soirée de financement. C'était en avril dernier dans une résidence privée. Pablo Rodriguez assistait à cette soirée-là. L'organisateur de l'événement, c'est un homme d'affaires fortuné. Et ce qu'il a expliqué à nos collègues du bureau d'enquête de Québécois, c'est que les invités, certains d'entre eux, n'avaient pas les moyens de faire un don de 500 $. Ça, c'est le maximum permis par la loi. Alors, lui a décidé qu'ils allaient recevoir une enveloppe bourrés de billets en échange de leur contribution. C'est pas un prête-nom, ça? Exactement. Et c'est interdit par la loi. Voilà. Et là, ça remet en question toute la légalité de ces 10 000 $ qui ont été amassés par l'équipe pendant la campagne de Pablo Rodriguez. Et bon, oui, effectivement, la loi l'interdit. C'est ce système de prête-nom. Et ça comprend aussi les courses à la chefferie. Ce qu'on dit, c'est que toute contribution doit être versée par l'électeur lui-même à même ses propres biens et qu'une contribution doit être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie. Et là, l'UPAC, dans le cadre de son enquête criminelle, s'intéresse à cette soirée-là. Et ce qu'on dit aussi, c'est que Pablo Rodriguez n'aurait jamais demandé ça. Mais là, ça commence à faire beaucoup de choses. Moi, j'ai peur pour l'UPAC. Ils vont-tu tomber en grève pour des heures supplémentaires? J'espère que non, parce que il y a bien sûr beaucoup de choses à fouiller en lien avec ça. Il y a plusieurs enquêtes. On est rendu à 4 enquêtes simultanées. La pression va commencer à être très, très forte, Audrey, sur Pablo Rodriguez, qui, encore une fois, n'a rien vu, n'était pas au courant. Et là, tu te dis, coudonc, es-tu au courant de ce qui se passe à l'intérieur de son parti, lui? Qu'est-ce qui se passe? Ça au niveau de l'image du chef, là, le fait que sa défense, puis je veux pas remettre en doute l'intégrité de Pablo Rodriguez, là, c'est pas ça du tout, mais le fait de toujours répondre, « J'étais pas au courant, j'ai pas vu ça », ben voyons donc, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça vient que tu te dis, OK, et ça a été récupéré abondamment par les oppositions en disant, voyons, il n'est même pas capable de gérer son propre parti. Comment tu veux qu'il gère le Québec dans les crises, là, tu sais? Exactement, son leadership qui commence à être de plus en plus contesté. Et là, il y a des libéraux en coulisses qui préparent un peu le terrain en cas de démission. Certains disent, c'est une question de temps, là, avant qu'il parte, même si lui dit qu'il veut rester capitaine du bateau, ne pas quitter le navire. Il y a plusieurs militants actuellement qui cherchent un sauveur et ils ont approché notamment l'entourage de Stephen Guilbeault pour connaître son intérêt pour mener les troupes à Québec. Stephen Guilbeault comme sauveur du Parti libéral du Québec, laissez-moi en douter, là, sincèrement. Mais semble-t-il qu'il n'aurait pas fermé la porte, même s'il ne l'a pas laissée ouverte, n'a pas confirmé, mais elle n'est pas complètement fermée. Il y a 2 autres personnes qui avaient été approchées. La ministre fédérale Mélanie Joly, également l'ancienne chef du PLQ, Dominique Anglade. Alors, et Dominique les 2 Anglade, femmes ça va être une catastrophe. auraient fermé la porte rapidement. Oui. Donc là, il y a Stephen Guilbeault, le nom circule. Il y a aussi les adversaires de Pablo Rodriguez, Charles Milliard, Carl Blackburn, qui sont toujours sur les lèvres. Donc là, ça se travaille en coulisses pour le remplacer. Mais ces 2 noms-là, au moins, avaient obtenu quand même pas mal de votes, là. Ben oui, ils ont fait la course. On se souviendra que, Charles Milliard avait terminé 2e. Dans son cas, ce qui inquiète certains militants, de ce qu'on en comprend de cet article-là aussi, c'est peut-être son inexpérience en politique. Mais c'est sûr que pour Pablo Rodriguez, il aura beau vouloir, comme capitaine du bateau, essayer de s'accrocher au gouvernail. À un moment donné, là, c'est parce que la pression vient de partout. Là. Ça va venir de l'externe, ça va venir de l'interne. On se souviendra qu'hier, l'aile jeunesse là, n'a pas signé, ou en tout cas n'a pas donné son appui. Même à l'intérieur du clan, c'est divisé. Là. Ben oui. Alors là, tu dis, regardons ça objectivement. Là. L'élection est à l'automne prochain. Ça va venir extrêmement vite. Et là, tu te dis, OK, si j'ai une décision à prendre, ben là, pour permettre au parti de se revirer de bord, il ne peut pas attendre, par exemple, au printemps prochain ou quoi que ce soit. La fenêtre va être beaucoup trop serrée pour se réorganiser, là. Puis quand on dit un politicien qui manque d'expérience, ça pourrait pas être une force, justement, qui arrive avec un vent de fraîcheur. Oui, dans certains cas, on l'a vu, tu as entièrement raison. Mais dans le cas de Pablo Rodriguez, puis je
je prenais connaissance là, de sa publication sur les réseaux sociaux hier, là, où là, il disait il y a des journalistes qui veulent faire une association en disant qu'on a engagé le copain de ma fille, puis là, ça devenait plus personnel. Là, on l'a senti très émotif, on l'a senti très sanguin dans cette réaction-là. Alors là, je me dis, là, est-ce qu'il est en train... tu sais, on le connaît, là, Pablo... Non, mais on le connaît, Pablo Rodriguez, là. C'est quelqu'un de passionné. On se souviendra de ses envolées lyriques là, à la Chambre des communes. À son point de presse de fin d'année à l'Assemblée nationale, on retrouvait un peu ce Pablo Rodriguez-là. Ben, tu sais, dans une crise comme ça, il faut que tu essaies de garder un peu la tête froide. Alors là, je trouvais que c'est normal, là, quand ça touche à notre famille, on devient peut-être un peu plus émotif, mais... à voir comme les choses vont. Là. C'est pas évident à gérer. C'est pas évident à gérer, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour lui de rester en place. Moi, je me demande sincèrement s'il va se rendre jusqu'aux fêtes. Là, c'est si d'ici la fin de la semaine, on n'aura pas une annonce. Là. Un leader, c'est gérer des crises. C'est gérer des crises. D'ailleurs, dans l'entrevue de fin d'année, ça, c'était intéressant parce que ça a été abordé, ça, par le premier ministre François Legault, qui a multiplié ses entrevues de fin d'année. Oui. J'en ai regardé plusieurs, dont celle avec Paul Larocque au bilan hier soir. Exactement, qui a été présentée, une entrevue d'à peu près une demi-heure dans laquelle François Legault aborde évidemment plusieurs sujets. Il a admis que ça avait été une année assez difficile. Il est revenu sur plusieurs points. Et oui, il est revenu sur Pablo Rodriguez. Et ce qu'il a dit, c'est que sa performance des dernières semaines lui donne des munitions. Il dit, je le regarde aller, je le regarde gérer la crise au PLQ et je me dis qu'une chance que c'était pas lui qui était là pendant la pandémie. Donc, c'est sûr qu'il se sert de ça, évidemment, François Legault. Il espère que ce qui se passe en ce moment avec ses adversaires, ça réussisse à le faire remonter. Il n'a pas l'intention de quitter le navire, lui non plus, a l'intention de se représenter en 2026, même si son épouse commence à trouver ça difficile, mais elle est consciente quand même qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été terminées, notamment ce qui a trait à l'économie et à la protection de la langue française. Il a tenté de justifier aussi tout ce qui s'est passé avec l'imposition de la loi Soubaillon concernant la rémunération des médecins. Il dit, si on n'avait pas eu cette crise-là, on n'aurait pas réussi à régler. On sait que plusieurs ont dit, ils ont reculé, etc., que la loi n'est plus ce qu'elle avait été présentée. Mais malgré tout, donc, il est revenu là-dessus. Il est revenu aussi sur... le fait qu'il avait déjà été souverainiste, mais que là, il n'y croit plus. Donc, il est contre un référendum. Et ça, il pense aussi que ça peut nuire peut-être à Paul Saint-Pierre Plamondon. Bref, une année difficile pour François Legault. J'ai trouvé qu'il s'était confié quand même avec franchise, qu'il avait comme été très réaliste dans ce qui s'est passé finalement. Trois pistes de réflexion en lien avec ça. D'abord, je l'ai trouvé très solide. Oui. François Legault, dans ses entrevues de fin d'année, je l'ai trouvé combatif. Tu sais, en politique, on dit souvent qu'il faut identifier son adversaire. Alors déjà, il a vraiment discrédité Paul Saint-Pierre Plamondon en brandissant aussi les conséquences économiques du référendum. Une de ses meilleures lignes hier dans ses entrevues, c'était de dire, attention là, l'incertitude économique, ce ne sera pas juste lors du référendum, ça va être dans les années qui vont le précéder, parce que là, il va y avoir là, des questionnements. Ça va résonner auprès d'une certaine frange de l'électorat. Maintenant, la pression se fait forte pour lui lorsqu'il se fait cuisiner à savoir, allez-vous être dans l'autobus du non, M. Legault? Il me semble que c'est un peu irréaliste de vous imaginer là. Là, il se garde bien de répondre. Il dit simplement, j'en veux pas de référendum, j'en veux pas. Mais je veux pas commenter des choses hypothétiques. Là où je l'ai trouvé un peu plus ordinaire, c'est dans sa justification. Là, sur les échecs, notamment sur Nordvolt. Ouais. Là, il commence à blâmer les commentateurs, les journalistes. Écoutez, là, ça, vous nous vendez... On va juste faire un petit retour en arrière. Là. Souvenez-vous que ce soit Fitzgibbon qui n'est plus là, que ce soit lui, que ce soit M. Trudeau, il nous avait vendu Nordvolt comme étant la plus belle invention depuis le pain tranché. Là. Grosse conférence de presse, puis la filière batterie. Là, quand t'as un échec, là, assume-les. Là. Fais-les pas porter sur le dos des commentateurs puis des animateurs, puis dis, c'est ça, vous arrêtez pas de parler de nos échecs, vous parlez pas de nos bons coups. Ça, j'ai trouvé ça facile. Mais c'est qu'il y en a un aux États-Unis qui fait ça, accuser tout le monde. Je dis ça de même. Mais je pense que M. Legault peut s'élever au-dessus de ça. Là,
Et quand je vous parlais des sondages, puis bon, d'identifier son adversaire, lui, il pense que la balloune va péter là, de Paul Saint-Pierre Plamondon. Exactement. Qu'à un moment donné, là, les gens vont réaliser un petit peu qu'un vote pour PSPP, c'est un vote pour la souveraineté. Parce qu'il y a quand même une marge. Là. Les appuis au Parti québécois sont plus élevés que les appuis à la souveraineté présentement. Donc là, tu as à peu près peut-être un 6-7 % dans la population de gens qui disent hey, « Je vais voter pour Paul Saint-Pierre Plamondon, mais j'en veux pas de référendum. » Alors ça, c'est quand même assez particulier. Il a dit qu'il n'y avait pas d'expérience en économie non plus et pour gérer une entreprise. C'est ça. Mais c'est sûr que, et dans le camp libéral, ben là, écoutez, là, ils servent des arguments sur un plateau d'argent à François Legault pour décrédibiliser Pablo Rodriguez, pour le peinturer dans le coin. Alors ça, c'est sûr. Puis aujourd'hui, bon, avec la une du journal, là, c'est rien pour améliorer. Audrey, Isabelle, je me compte chanceux d'être avec vous autres ce matin. Oh oui, non. Parce que j'ai frôlé la mort. On a tous frôlé la mort. Je pense qu'on a tous frôlé la mort. On a joué sur des buttes de neige. On a joué sur des buttes de neige, pas de casse, pas de règles. Moi, là, je pensais, Alex, que t'étais quelqu'un d'exemplaire qui suivait les règles. Ça me déçoit de ta part. J'en reviens pas à quel point on a été irresponsables. Moi, je me dis, mais voyons, mes parents qui ont été exemplaires. Moi, je laisse mes enfants jouer dans les buttes de neige. Audrey, franchement. Écoute, non, mais honnêtement, là, on en rit, là, mais vous allez tomber en bas de votre chaise en entendant les nouvelles directives en ce qui concerne les buttes de neige qui vont être de retour dans les cours d'école. Ça, il faut se souvenir que c'était l'ancien ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qui avait dit hey, « Moi, je jouais au roi de la montagne quand j'étais jeune. On va ramener ça dans les écoles. » Parce que là, c'était interdit, parce qu'on a peur que les enfants se blessent. On a peur de tout. Alors, les buttes de neige vont revenir dans les cours d'école, mais non sans réglementation. Et puis, il y en a plusieurs. Hein. Sortez votre crayon. Il faut sortir le ruban à mesurer. La hauteur de la butte doit se situer entre 1,8 et 3 mètres, avec une pente d'environ, je vois que tu sors ton crayon, d'environ 25 %. Une zone de remontée et d'attente doit être identifiée. Ils vont mettre un télésiège? Oui, mais qui va gérer ça? Attends, c'est pas fini. Oui, un registre de vérification pour s'assurer qu'une inspection quotidienne est réalisée, un plan de surveillance et un calendrier d'utilisation également. Et si on ne respecte pas tout ça, les enfants devront porter un casque. Un casque. Alors, les directions d'école trouvent que ça n'a pas de bon sens, qu'on va beaucoup trop loin, qu'on ne sera pas capable de faire appliquer ça. On n'est pas supposé manquer de personnel. Qui va gérer ça? Il va falloir une ressource à temps plein pour gérer la butte de neige. Encadrer on devrait aller plus loin. Là. Pourquoi juste le port du casque? Moi, je recommande sincèrement le port du casque, le port aussi des épaulettes, jackstrap. Protège-genoux. Non, mais c'est quoi le jeu là, avec et des jambières de gardien de but? La boule, là. Omnikin? C'était une kickball. Oui. La grosse boule qu'on se faisait. Omnikin! Vert! C'était ça, hein? Ça, on fait face à un exemple parfait de la queue qui branle le chien. C'est-à-dire qu'on a tellement peur, parce que vous savez c'est quoi là, derrière ça, là, c'est la peur de se faire poursuivre. Ben là, ils ont peur que les gens, si les enfants se brisent une dent, qu'il y ait une poursuite, si on pète les lunettes, Moi, je me suis déjà pété la fiole, puis moi aussi, t'as pas poursuivi? Ben non. Non, mais en même temps, c'est très symptomatique de la société dans laquelle on vit, là. Moi, j'ai pris une fouille dans le stationnement ici. Faut-tu qu'on mette un casque à tous les employés? Ben, on va soumettre ça à notre comité santé. Mais moi, je dois mentionner que, bon, je vais peut-être pas me faire aimer par l'école où vont mes enfants, mais dans la cour de récréation, les enfants doivent marcher à 4 pattes parce qu'il y a de la glace. Non. Et on veut pas que les enfants tombent et se blessent. C'est obligatoire? Oui. OK, fait qu'on leur apprend pas à... Moi, je venais de leur acheter des pantalons de neige neufs. Oui. Les enfants sont revenus de l'école avec des trous dans les pantalons de neige. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, on les oblige à marcher à 4 pattes dans la Plutôt que d'essayer de trouver des trucs pour être plus stable, se tenir debout sur la glace. Je vais juste vous rappeler là, que l'année passée, il y avait un rapport de la Société canadienne de pédiatrie. OK? C'est des gens qui ont quand même étudié. Là, ils savent ce qu'ils font. Qui recommandait de favoriser le jeu risqué chez les enfants pour améliorer leur santé physique et mieux gérer leur anxiété. Ah ben. OK? Là, on va se mettre des casses. J'aime ça parce qu'il y a vraiment un calepin avec des notes. Ben oui, non, j'ai pris... Ça n'a aucun sens. Écoute, faut bien maîtriser ça. Mais là, on va se mettre un casse pour jouer sur une butte de neige. Puis pas une butte de neige. Moi, je me souviens... Là, je nommerai pas l'école parce que là, d'un coup, on se fait poursuivre. En Abitibi, je vais rester large, là, en Abitibi, OK?
On en a de la neige. Là. Oui. Puis là, les déneigeurs nous faisaient une méga butte de neige qui, je vous confirme, était pas mal plus haute que 1,8 à 3 mètres. On descendait en 3 skis là-dedans. Et puis là, on jouait au roi de la montagne là-dessus. Là. En 3 skis, c'était peut-être un peu dangereux. Puis ça va, puis je veux dire, j'en suis indemne, là, ça va très bien. Là. Mais c'est complètement fascinant. Complètement fascinant. À ces jeunes-là, on leur dit, bon, vous êtes trop sur vos écrans. Va falloir faire quelque chose pour les écrans. Oui, pas bon pour vos autres écrans. Mais on leur empêche de jouer dehors. Alors, puis ça, on veut vous entendre, vos textos, Isabelle, rappelle-nous. 187 Cube Radio, là. 1-877-827-2346, les écrans. Je suis curieux. Parce qu'on peut pas jouer au roi de la montagne. Non, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Bon, Isabelle, c'est vraiment la suite de cette saga, le fils de Rob Reiner, qui est arrêté à la suite du meurtre présumé de ses parents. Il y a le président américain, là aussi, qui a réagi. Bien, cette histoire-là, hier, on vous en parlait, là, c'est sordide. Là. C'est le fils qui a été arrêté hier. On sait qu'il est encore incarcéré. C'est le principal suspect dans cette affaire. On suit ça pour vous, mais effectivement, ça crée honte choc. Tout le monde envoie ses hommages, sauf Donald Trump. Donald Trump, lui, il va de publications assez virulentes qui a dérangé même sa base. Là. Les gens avaient l'air très mal à l'aise de cette publication-là, où il dit que Rob Reiner est décédé avec son épouse Mitchell, apparemment en raison de la colère qu'il aurait suscité chez les autres à cause de son affection massive, inflexible et incurable pour une maladie mentale connue sous le nom de syndrome de paranoïa anti-Trump. Il a poursuivi également en disant qu'il était connu pour rendre les gens fous à cause de son obsession déchaînée pour le président. C'est quelque chose. Et il en a rajouté parce qu'il s'est fait questionner là-dessus en point de presse et il a renchéri. Tu sais, des fois, dans la vie, là... On peut se taire si on le met. Oui, non, mais c'est ça. On a tous quelqu'un en tête, exemple, qu'on haït, là. Bon. Puis on met un G tellement. Ben, à son décès... On se ferme. On va juste pas faire d'hommage à cette personne. Mais même des personnes qu'on porte moins dans notre cœur, quand ils décèdent, ça reste triste. On souhaite pas de malheur à personne. Je trouve ça particulièrement en plus où il y a l'enquête qui est en cours, où ça prend tout le monde par surprise, où c'est terrible de mourir par arme blanche comme ça dans sa maison un dimanche après-midi. On n'aura plus de détails avec l'enquête qui est en cours, mais je trouve que cette réaction-là manque de classe. Salut Charles-Antoine. Allô, les amis. Ah, les blessures des uns, vieux dicton, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On va l'adapter. Les blessures des uns peuvent faire le bonheur des autres dans la LNH. Puisqu'on approche la fin de l'année, d'ailleurs, le 31 décembre prochain, le Canada va annoncer son alignement en prévision des Jeux olympiques. C'est un grand retour pour les joueurs de la LNH. Ce sera une date très attendue le 31 décembre. Ce week-end, Connor Bedard, jeune sensation de la Ligue qui est en train vraiment de connaître son éclosion, 4e meilleur pointeur, s'est blessé à une épaule. Hier, on a eu une mise à jour floue de l'état de santé du jeune joueur des Blackhawks de Chicago. Il ne jouera plus en 2025 et c'est très mystérieux pour la suite. Donc, le 31 décembre, on ne devrait pas encore connaître l'ampleur de sa blessure. Il était pressenti par plusieurs comme un des représentants de la feuille d'érable aux Olympiques. Hier, Brandon Hagel, joueur du Lightning de Tampa Bay, qui a joué pour le Canada à la confrontation des 4 nations, s'est fait frapper sauvagement à la tête. J'ai mis un peu je voulais faire un peu comme du Guy Mongrain, comme Isabelle l'a fait tantôt avec les écrans. Jean-Luc Mongrain. Oui, c'est du Guy Mongrain, c'était des jeux de mots. Oui. Mais je peux être les deux. Ouais. Jean-Luc Mongrain, c'était les pétous. Un écureuil. Les cartables! L'état d'écran! Merci pour la précision. Donc, je reviens à ma grande théorie. Hagel s'est blessé coup à la tête hier dans le match face aux Panthers. Brandon Hagel était censé être là. Connor Bedard était censé être là. Qui était sur la ligne? Nick Suzuki. Est-ce que ces deux blessures ouvrent la porte au capitaine du Canadien? Ce serait génial de le voir à l'œuvre aux côtés des McDavid, des Crosby. Il est joueur de centre. Connor Bedard est techniquement un joueur de centre également, même si aux Olympiques, j'ai l'impression qu'on va voir des joueurs jouer hors position, notamment c'est Nick Crosby qui pourrait jouer à l'aile. Donc, à suivre, mais deux blessures tristes qui pourraient bénéficier au capitaine du Canadien. D'ailleurs, le CH est en action ce soir face aux Flyers de Philadelphie à domicile. Je trouve que ta chronique devrait venir avec un avertissement. Le sport, c'est dangereux. Ah, oui. C'est comme les moins, films. ils ont des casques. Au moins, j'allais dire comme ça. quand on joue dans la neige, Charles-Antoine. Oui. As-tu joué dans la neige sans casque aussi? Sur des buts de neige quand t'étais jeune? Comment ça? Ça prend un casque? J'ai manqué le début. Oui, ça prend un casque? On prend un casque. Si, attends un peu, je sors mon livre de règlement. La butte a une longueur. Là. La butte a une hauteur qui dépasse le 3 mètres et une pente de plus de 25 25 c'est toute une pente, ça? Oui. Faut sortir le compas. C'est pentu? Très pentu.